aux ambassades avec Bastien Carrière et Charles Pellerin. Et bienvenue aux ambassades, tout le monde. Ici Charles Pellerin. Et Bastien Carrière. Mieux connu sous le nom de Bastien sur la route. C'est vrai. On sait pas, peut-être que ça va changer un jour, on sait pas. Ça va rester dans l'histoire, du moins, j'imagine. On est dans le mystère, donc très bel épisode cette semaine. On est très content. On reçoit nul autre que Samuel Roy. Ça se peut que ça vous sonne pas de cloche, c'est très normal. Pour l'instant, du moins. Pour l'instant, invité de marque, c'est nul autre qu'un Iron Man. Ouais. Quand même le fun de se faire présenter comme Iron Man, homme de fer. En partant, c'est un aventurier, un matelot, un guide de voyage à ses heures. Vraiment, Samuel a 1000 vies. Merci d'être là, Samuel. Ben merci à vous, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que Bastien m'en parlait, puis là, content d'être ici, dans vos studios de luxe. Oui, c'est ça. Ouais, je tiens à dire d'ailleurs que Sam, c'est mon beau-frère, en fait, avant d'être c'est ça. Ouais. Surtout ça. C'est là qu'on se connaît, là. Parce que je me tiens pas dans le milieu des Ironman en partant. Là. J'ai fait un demi-marathon pour la première fois cet été, puis j'ai failli mourir. C'est déjà bon, là, oui, c'est ça. C'est non négligeable. C'est quand même. Fait que ouais, on est super content de t'avoir, Sam. D'ailleurs, t'es venu en vélo à l'instant, fait que ça nous lance bien dans le sujet. Il fait à peu près moins 15, puis il y a de la neige dehors. Comment tu vis ça? Ben, c'est ça. Je me suis dit que si on n'était pas jaser vélo, ben, ce serait concept que je vienne en vélo. Puis je me suis donné le défi à Montréal de me déplacer en vélo. Fait que ça fit avec l'événement. L'hiver est pas assez difficile. Faut que je l'affronte avec un moyen de transport. Ben, écoute, c'est la première journée de neige. Là, on verra comment ça dure rendu en mars. Là, mais bon, pour l'instant, ça va. Ben, commençons avec ça. T'es un grand cycliste, quand même. Faut savoir que Sam a traversé l'Afrique à vélo. Ça s'est fait quand, ça? C'est récent, quand même? Ouais, ça s'est fait au début de cette année, de janvier à mai. Donc, j'étais guide avec une compagnie qui s'appelle TDA Global Cycling, qui font des voyages de vélo organisés pour différents types de clientèle, des voyages plus un peu de luxe là, en hôtel et tout, et des voyages plus aventure, expédition, comme on a fait en Afrique. Mm-hmm. Donc, on est parti du Caire en Égypte jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud. Ça a été à peu près 4 mois et demi, 11 000 km. Puis, vraiment belle aventure. Là. Moi, voyager en vélo, là, je trouve que c'est la meilleure façon de voyager, parce qu'il y a un rythme qui est vraiment intéressant, où on est vraiment... Tu sais, quand t'es en vélo, t'es vulnérable. Fait que t'es facile d'approche pour les locaux. Fait que puis tu vas à une vitesse qui... Bon, c'est facile d'arrêter un petit peu partout puis de voir le entre les deux. Tu sais, on va pas juste d'un point touristique à un autre, mais on voit tout le entre les deux puis la vraie vie qui se passe. Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant pour ça, pour rencontrer les locaux. Bon, après ça, c'est écologique, c'est économique, c'est bon pour la santé, on pédale toute la journée. Puis le sentiment de vulnérabilité que tu parles, est-ce que tu l'as senti même si vous étiez en groupe? Est-ce que tu penses que voyager seul en vélo t'aurait permis de rencontrer encore plus ou peut-être te sentir plus en contact justement avec les gens locaux? Ou... Oui, absolument, parce que quand on est dans un groupe, souvent on trouve un certain confort dans notre groupe puis on est moins porté à aller voir à l'extérieur. Mais quand on est tout seul, ben on n'a pas le choix. Puis on est aussi plus facile d'approche. Si t'es tout seul, ben les gens vont être curieux. Puis surtout en Afrique, c'était le cas. En Afrique, si t'as un vélo, c'est parce que ben, t'as pas l'argent pour avoir une moto ou un camion. Mm-hmm. Donc, puis il y avait un clash aussi parce que les Blancs, on est vus comme... les riches et puissants, puis là on choisissait de se promener en vélo. Sur une bécane. Ben oui, il y a dans des endroits full ruraux. Ben oui, c'est ça. Nous, on a des camions, embarqués avec nous. Ben oui, c'est ça. Il y avait un gros clash. Les autres ne comprenaient pas, vous faites du vélo pour le plaisir dans genre le milieu de nulle part. Fait que tout le monde était curieux de venir nous voir. Là. Mais en effet, le groupe fait que des fois on est un peu imposant. Là. Si on arrive dans un café puis on est 10, les gens sortent, c'est sûr. C'est comme 10 personnes qui sont pas là d'habitude, en groupe avec des cuissards, moi, c'est sûr que je regarde. Là, c'est quoi? Surtout si, justement, c'est des blancs puis t'en vois jamais dans ton café. Il y a des places qu'on allait que les gens avaient jamais vu des blancs avec. Là. Ah ouais? Hein? Donc, ça, des fois, ça amenait à des situations un peu drôles. Là. Comme en Éthiopie, on s'était fait lancer des roches. C'est une histoire que bon, tout le monde a posé à vélo ou débarquer du vélo? En vélo.
En vélo. Débarquer du vélo, les gens se gardaient une petite gêne. Là. C'était pas pour être méchant, mais c'était souvent leur réaction à la différence, qu'ils savaient pas trop comment réagir, puis ils voulaient jouer avec nous. C'était souvent les enfants dans des régions un peu plus isolées où ils sont moins éduqués. Puis fait qu'on se faisait lâcher des roches. Quelle drôle façon d'établir un contact. Quel réflexe, ouais. Quand t'as pas de repère, tu garoches. La différence, tu l'as senti dans quel pays, mettons, principalement? J'imagine qu'il y a une différence justement entre l'Éthiopie et l'Égypte, disons. Est-ce qu'il y a des places en Afrique que tu t'es dit « Oh shit, là, je suis loin de la maison, puis je le sens. » Ouais, puis d'abord, l'Afrique, souvent, on le voit comme... Trop souvent, on en parle comme l'Afrique en entier, où on le voit comme un seul pays. Mais il faut se rappeler que c'est un continent, qu'il y a 54 pays en Afrique, je pense, puis ils sont extrêmement différents. Là. Autant que la Norvège l'est avec la Chine. Là. Il y a vraiment des... Autant au niveau de l'apparence des gens, que des cultures, que des langues, que de l'environnement qu'on y retrouve. Fait que, donc, il y a une grosse différence. Puis nous, comme on a couvert du nord au sud, on a vu cette évolution de variété-là. Puis, mais je dirais que ce sentiment-là d'être loin de la maison, là, ça s'est vu au Soudan puis en Éthiopie. Ah ouais, hein? En Éthiopie, là, je comparais ça un peu à l'Inde. Là, c'est le zoo, là, vraiment. Les 5 sens, là, ils ont bombardé 24 heures sur 24. Puis au Soudan, ben, c'est l'islam vraiment conservateur, qu'on n'a pratiquement pas vu de femmes de tout le voyage, de Aviez-vous des femmes dans le groupe aussi? Oui, puis eux-mêmes, ils devaient rouler en vêtements longs. Même si eux, ils sont pas musulmans. Là, ils devaient rouler en vêtements longs juste parce que, éviter... C'était plus sécuritaire de cette façon-là. Ouais, c'est ça, puis éviter certains conflits qui auraient pu arriver, là. Ouais. Wow! C'est tellement une grosse virée à vélo, pour vrai. Le plus loin que j'ai fait, je pense, c'est aller dans les Laurentides de Montréal. T'as pas fait le tour du lac Saint-Jean cet été? J'en ai fait du bike. Dans les Laurentides, quand t'es allé dans un chalet, je me souviens de ça. J'ai pas réussi à le coup de chaleur, pas très loin. Mais pourquoi l'Afrique à vélo, dans le sens, est-ce que c'est un endroit que tu avais en tête depuis des années ou c'était assez spontané? La première raison, c'est parce que ça me faisait peur d'une certaine façon. Parce que j'avais déjà voyagé en vélo, mettons, sur la côte ouest des États-Unis. Puis on rencontrait beaucoup de gens qui faisaient Alaska, Terre de Feu, là, Alaska, Argentine, le classique cyclotourisme de longue distance. De rêve, ouais, c'est ça. Puis il y avait plein de sortes de monde, des familles, des retraités, des gens avec qui traînaient leurs chiens, qui faisaient 30 km par jour, toutes sortes de monde. Puis là, je m'étais dit, je pourrais faire ça. Ce serait vraiment cool, tu sais. Mais après ça, je me disais, c'est un peu trop classique. Puis c'est un beau défi, c'est incroyable, ce serait une expérience magnifique, mais ça me fait pas peur, mettons. Fait que là, je cherchais quelque chose qui allait me sortir un peu plus de la zone de confort, puis c'est là que j'ai pensé à l'Afrique. L'Afrique. Ouais. C'est vrai que c'est comme un endroit mystérieux pour nous. Tu sais, ça a été comme établi comme un continent, genre reclus, un peu plus pauvre. Tu sais, c'est comme très, très jeune, on dirait, juste avec les boîtes d'UNICEF, là, c'est con de même, là, mais on se faisait donner ça, puis c'était comme aller aider l'Afrique. Fait que il y a comme une espèce d'image de le continent. fameux fini ton plat, il y a des Africains qui meurent de faim. Là. On a tellement entendu ça, ça n'a pas de bon sens. Non, puis honnêtement, notre perception de l'Afrique, là, on est dans le champ. Là, puis moi-même, avant de partir, là, puis même encore, genre, on est tellement dans le champ. Là. Pour ce qu'on peut retenir, là, de ce que j'ai retenu de mon expérience, c'est d'un, ça va mieux qu'on pense. Là. C'est pas tout de la famine, puis des dictateurs sanguinaires, puis des femmes qui marchent 20 km pour avoir de l'eau. Ça existe, mais c'est des stéréotypes ou des concepts qui ont été rattachés à une image d'un pays, mais qu'il y a des pays que ça va beaucoup mieux qu'on pense. Là. En Éthiopie, il y a des belles classes, une classe moyenne qui est en train de grandir, l'éducation qui est rendue beaucoup plus accessible qu'avant. Il y a plein de pays puis il y a même des grandes villes là, que tu es là, puis tu te pourrais dire, coudonc, j'ai l'impression. C'est ça, des gratte-ciels, puis des rues pavées, puis des infrastructures publiques, puis fait que ça va mieux qu'on pense. Puis je pense que la plupart des pays sous-développés, c'est parce que leur richesse a été extraite pour d'autres pays plus développés. Il y a plein de pays comme le Congo qui est riche en minerais, mais c'est pas eux qui ont eu accès à leurs propres minerais. Fait que c'est pour ça qu'ils sont pauvres plus que d'autres choses. Hein. Oui, ils se sont fait manger la laine sur le dos. Là, puis pendant des centaines et des centaines d'années. Là, c'est vraiment les colonies africaines, ils se sont tellement fait avoir
à multiples fois. C'est ça où, justement, juste quand ils venaient chercher les esclaves pour l'Amérique du Nord, puis ils embarquaient tous les plus forts des villages pour aller faire travailler l'Amérique. C'est l'enfer, là, mais eux, ils payent encore pour ça à ce jour, là, je suis pas mal sûr. Ouais, puis une des choses qui a fait que ça a mis beaucoup de conflits à l'intérieur des pays aussi, c'est que quand les pays d'Europe sont arrivés pour coloniser, eux, ils se sont dit, nous, on va tracer des frontières basées sur les ressources. Fait qu'ils se sont dit, vous, OK, vous avez des diamants, clac, clac, on trace la frontière. Vous avez juste du maïs, c'est un petit pays de merde. Vous avez telle affaire. Ils ont tous séparé les frontières, beaucoup selon les ressources, mais sans tenir compte des tribus locales qui étaient déjà là. Puis il y en avait, là, dans certains territoires, il y en avait jusqu'à des dizaines. Là. On pense, mettons, Nigeria, Zimbabwe. Puis c'était des tribus qui avaient déjà des rivalités énormes. Fait que là, soudainement, du jour au lendemain, tu leur dis, vous... ça, c'est votre pays. C'est ça, c'est votre pays, puis vous devez... vous avez le même gouvernement, puis vous devez avoir un sentiment nationaliste fort. Mais mettons, mets le Québec avec les États-Unis, puis dis-nous de bien s'entendre, puis d'être nationaliste américain. Notre seule ressource, c'est le blé d'Inde. Tout d'un coup, on avait plein d'eau. Pas sûr que ça me tente, là. Ah ouais. Fait qu'il y en a qui ont eu des mauvais deals à ce niveau-là, puis c'est pour ça que ça fait des guerres civiles, parce que, mettons, souvent le gouvernement va venir de la tribu qui était en plus grand nombre, mais toutes les autres, ils se révoltent. Fait que c'est intéressant de voyager là pour comprendre ça, puis maintenant, c'est ça, mieux comprendre tout ce qu'on entend. Là. Puis chez les gens que tu as rencontrés, est-ce que tu as senti un sentiment nationaliste ou la plupart du temps, ils s'identifient plus au niveau local ou à leur groupe, à leur famille? Je dirais plus souvent qu'autrement, c'est leur tribu. Là. Ouais. Mettons les Maasai là, en Tanzanie, Kenya. Là, avant de nous dire qu'ils sont Kenyans, ils nous disent qu'ils sont Maasai. Ouais. Ouais, c'est encore vraiment présent. Là. Bon, dans certains pays plus que d'autres, là, ou même en Afrique du Sud, là, les gens sont fiers d'être Zoulou, Xhosa. Ils s'identifient vraiment comme ça encore. Là. Ce qui est tout à fait normal. Je pense que la plupart des gens au Québec s'identifient comme Québécois plus que comme Canadiens. Absolument, Moi, je veux revenir sur quelque chose que tu as dit tantôt. Une des raisons qui t'a poussé à faire ce voyage-là, c'est que la première fois qu'on t'en a parlé, tu as senti la peur. Ça, d'habitude, c'est pas ce qui engendre des voyages chez la plupart des backpackers ou chez n'importe qui veut se prendre des vacances, disons, de 2 semaines dans un club med. D'où vient cette partie-là de toi qui est attirée par la peur et l'inconnu? Parce qu'il y a peu de gens là, qui veulent partir 6 mois sur un vélo, traverser l'Afrique, puis passer dans des pays, justement, qu'on ne connaît pas, puis qui effraie la plupart des gens, tu sais. Quand $700, Caillou Coco, buffet! J'ai jamais vraiment réfléchi à ça, mais en effet, je l'ai vécu, mettons, des voyages backpack plus traditionnels là, en Europe, en Asie du Sud-Est, le classique. Mais on dirait qu'il y a de quoi de plus là, à aller chercher quand tu sors vraiment de ta zone de confort, puis on en parle souvent dans la vie, dans peu importe les situations. Puis... maintenant, l'Afrique, ça a été... ma zone de confort, elle a été complètement niquée. Là. Vraiment, j'ai vécu toutes les émotions du dictionnaire. Là. Puis c'est vraiment... Puis c'est là que j'ai les meilleurs souvenirs. Là. Pourtant, même si c'était à bien des égards très difficile. Mais... Je sais pas d'où ça vient. J'aimerais ça pouvoir te répondre. Mais c'est quand tu es allé parce que justement, tu avais un peu peur. Est-ce qu'il y a des moments pendant le voyage où tu as eu encore plus peur? En fait, oui. Ce que j'ai réalisé, puis ce qui répond à la question de Bastien aussi un peu, c'est que il y a une quote, là, une citation que j'aime bien, c'est que To travel is to discover that everyone is wrong about other countries, de Aldous Huxley, là, l'auteur anglais. Puis je me disais ça. C'est ça que je me disais. Je me dis, j'ai peur parce que je connais pas ça. Puis je suis curieux de voir est-ce que c'est vrai cette quote-là? Est-ce que je vais aller dans ces pays-là puis je vais réaliser que on était wrong puis que j'avais pas raison d'avoir peur. Puis honnêtement, en Afrique, il y a vraiment pas beaucoup de situations que je me suis senti en danger. Le plus gros danger, c'était d'être sur la route constamment
sais, c'est comme sur la route au Avec Québec. les camions qui passent, puis... Ben c'est ça. Puis au Québec, on a notre 1,5 mètres, puis tu peux mettre de la merde à l'automobiliste, puis à l'automobiliste s'il te le donne pas, puis ça va être correct. En Afrique, tu essaieras de donner de la merde à l'automobiliste, là, il s'en fout, là. Il s'en fout, là. T'es une pinotte, là. Fait que si t'es dans le milieu de la rue, il te passe dessus. Fait que ça, je dirais que c'est le plus gros danger, ou ce qui nous faisait le plus peur. C'était comme un petit stress constant. Mais sinon, justement, j'ai réalisé que zéro raison d'avoir peur. C'est des êtres humains comme nous qui souhaitent le bonheur et qui sont accueillants. Et, ouais. Il y a du bon monde partout. C'est Absolument. vraiment ça. Mais est-ce que vous dormiez dans des tentes ou dans des hôtels? Dans des tentes. Dans des tentes? Ben, il y a le premier jour au Caire, puis dernier jour à Cape Town, qu'on était dans des hôtels, puisque là, on était vraiment comme en ville. Là, mais sinon, on a campé tout le long. Puis est-ce que vous avez eu des histoires avec la lions, faune? Des lions, des guépards. Est-ce que les hyènes ont essayé de te manger? On veut savoir. Ben, heureusement, non, mais il y a, oui, en Afrique, évidemment, tu peux pas aller là sans parler de la faune. Là. Il y avait les éléphants, surtout au Botswana, on a eu quelques petites situations, là, que, tu sais, mettons un éléphant qui marche dans notre camp, tu sais, à travers les tentes, là, qui se promène. Oh mon Dieu! Puis genre, c'est pas des petits éléphants doux, là. Nous, dans notre équipe de guides, il y avait des Sud-Africains, puis eux, ils s'amusaient à nous montrer des vidéos de genre des éléphants qui flippent des autos avec leur défense en Afrique du Sud. C'est comme, ah, gars, c'est drôle. Puis là, après ça, on a les éléphants qui marchent dans le camp, puis nous, on a ça en tête. On est comme, OK, bon. T'es dans une tente en toile qui pèse 2 livres. Ah, à peu c'est ça. près. Puis les autres, ils T'as peuvent. le même vidéo en piler tête dessus, avec toi, là, tu sais, qui est... Ouais. Fait que, heureusement, pas d'incident, mais quand même, fallait tenir nos précautions, là. Puis, tu sais, souvent, mettons, on roulait, puis il y avait des éléphants qui traversaient la rue devant nous, mais on garde nos distances, puis Il y a personne qui est passé en dessous de l'éléphant à vélo. non, là, je pense que ça aurait pas été avec Ça succès, là. aurait été viral comme vidéo. Ça aurait été viral. Ouais, vraiment. Guys, Fais des flips de bike. ouais, ça aurait été bon, ça. Mais, prochaine fois. Prochaine fois, j'espère. Moi, je l'ai. Puis pour ce genre de voyage-là, je présume que tu peux pas y aller sans te préparer. Il doit y avoir beaucoup de travail en amont pour t'assurer que tout se passe bien. Que ce soit juste au niveau physique même, parce que c'est quand même un exploit de... Vous faisiez quoi, 100 km par jour en vélo? Ou... En moyenne, c'était 125 par jour, Déjà, incluant des journées de repos. Moyenne, ouais. Mais, bon, il y a une préparation physique, mais honnêtement, dans notre groupe, c'était vraiment pas tous des cyclistes. Il y avait des cyclistes, tu sais, le profil classique, là, c'était retraité avec de l'argent, là, quand tu faisais ce trip-là comme client. Tu sais, c'est possible de le faire tout seul, puis c'était ça mon idée initiale. Puis après ça, ben, j'ai eu l'opportunité d'être engagé comme guide, fait que je me disais, bon, ça va être cool d'être payé pour plutôt que de tout dépenser mon argent pour le faire. Mais, ouais, la préparation, ben oui, une certaine préparation physique, mais pas nécessairement. Mettons, dans notre contexte, les gens pouvaient faire des demi-journées, ils pouvaient skipper une journée, ils pouvaient embarquer dans le camion de sport s'ils voulaient. Donc, le physique s'est construit aussi à force de faire du vélo pour les gens qui avaient une moins bonne préparation. Sinon, après ça, bon, il y a évidemment les détails de visa, de vaccins, etc. pour être plus prudent puis s'assurer que ça soit assez fluide comme processus. Sinon, c'était surtout des logistiques d'équipement, on va trouver le bon vélo qui allait répondre aux différentes routes qu'on allait faire. Là. Mais ouais, fait que c'est quelques semaines de rush de préparation. Là. Non, mais plus encadré avec un camion versus en solo, tu aurais peut-être dû avoir un peu de nourriture sur toi en appoint toujours, avoir de l'approvisionnement en eau que tu trimballes toi-même. Ouais, les gens qui font des gros voyages en vélo, si je me trompe pas, là, ils finissent par avoir bien du stock sur le bike. Là, ben c'est ça, puis surtout si tu décides d'être en autonomie, que mettons en tu état. campes. C'est ça, t'allais dire en état d'ébriété, vraiment. Don't drink and drive. Don't drink and ride. Puis, ouais, c'est ça. Si t'es en autonomie, ben, tu traînes ta tente. Puis c'est ta tente, mais c'est aussi un sleeping bag, c'est une oreiller, c'est un matelas. Puis si tu veux cuisiner ta propre bouffe, ben c'est un brûleur, c'est un chaudron, c'est des petits ustensiles, une assiette, nanana. Fait que ça s'additionne vite, puis c'est du poids que chaque gramme compte. Hein, tu le sais, là, quand il y a de la côte, là, tu le sais tout ce que tu traînes. Fait que oui, en effet, nous, c'était facilité par le fait qu'on avait un camion qui traînait la majorité de nos bagages, puis que sur notre vélo, on avait un kit pour changer un flat, une petite collation, des Kleenex, notre appareil photo, puis ça se résumait à ça. Mais oui, en effet, en autonomie complète, là, on se retrouve avec un gros kit. Là. Puis encore là, il y a plusieurs façons de faire le cyclotourisme. Il y en a qui font du credit card touring. Là, qui... Ils payent pour chaque truc on the C'est way. ça, tu traînes un petit kit de linge, puis dors à l'hôtel, catching, mange au resto.
Mais bon, différents budgets, on peut même pas faire Mode ça en de Afrique, parce qu'on est allé. aussi. Ouais, C'est c'est ça, puis ça dépend des régions où tu vas, là. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait commencer dans le voyage à vélo en autonomie, disons? Est-ce que il est obligé de partir en s'achetant un vélo de touring, du stock de camping, super léger, puis tout le tralala, ou Absolument pas. Là. Mon conseil, c'est juste de commencer. fais du bike? Pars de chez vous, va voir ton ami qui habite à Sherbrooke, va-t'en à New York, n'importe où, des Va te petites promener. distances. Pars avec ton vélo que t'as chez vous, le vélo à ta mère, le vélo à ton frère, whatever. J'ai un ami qui a fait la majorité de la France puis de l'Espagne avec un vélo qu'il a trouvé dans les poubelles, puis il réparait ses crevaisons avec du duct tape. Puis il y a vraiment... là, Mon genre de gars, ça. Yeah! Ouais, Avec du duct tape. ouais, Toi, fait tu répares avec du duct tape, man. Fait que ça fait partie, ça crée une aventure en soi, là, parce que ben ça menait à plein de moments drôles. Là. mais vraiment, non, pas besoin. Puis souvent, je pense que les gens voient un obstacle à ça. Là. Ouais, T'sais, ils une se grosse disent, dépense. ah, faut que j'aille un bon vélo. Puis c'est facile, là, tu rentres au mec ou au sel, puis c'est facile de se créer des besoins puis de se dire, ah, faut que j'aille les meilleurs ci, les meilleurs ça, puis tout. Mais honnêtement, là, vraiment pas. Vraiment pas. Vélo de base là, qui te rend du point A au point B, puis go. Là. Puis tu sais, tu peux avoir un sac à dos puis traîner tes trucs, pas besoin d'un rack puis des sacoches fancy, imperméables. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment juste de commencer. Vas-y avec ce que t'as, puis commencer simple. Là. Ça peut être juste au Québec, une petite boucle. Pas besoin d'aller traverser l'Afrique. Là. Ah, Fait ou que, le lac Saint-Jean, mais le lac Saint-Jean, ben oui. Mais je pense que les gens vont chercher ça comme motivation. Je me suis acheté du gear, fait que j'ai pas le choix de le faire. Mais de le rembourser. de le Chaque rembourser, dollar vaut je pense comme que c'est l'investissement. pas la façon de faire parce qu'en bout de ligne, tu vas juste avoir dépensé énormément puis tu sais même pas si t'aimes ça. Fait qu'aussi bien. Exactement. T'sais, c'est facile de dépenser 8000 $ puis de jamais l'avoir essayé. Fait qu'essaye-le avec un setup de base. Puis si t'aimes ça, ben là, investis. Fait que... Je sais que t'es un athlète dans la vie, puis t'as poussé ça quand même loin. Là. T'as fait un Ironman, t'as traversé l'Afrique en vélo, donc ça fait partie de toi. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé en vélo, justement, quand j'ai fait le tour du lac. C'était pas grand-chose, mais c'était quand même 3 jours assez intensifs. La position, le fait que je sois tout le temps dans la même position m'a créé des douleurs dans des places bien spécifiques. Puis je me demande, c'est-tu juste que je le faisais mal? Y a-t-il une façon d'approcher ce sport-là? Parce que c'est quand même pas mal toujours les mêmes muscles qui forcent quand on fait du vélo, ou c'est juste ma conception du bike qui est pas bon puis je le fais mal, tu sais? Oui, ben il y a même... Ça, c'est encore plus important qu'un bon vélo. C'est un positionnement, là, ce qu'on a connu sous le nom de Bike Fit, là, que la majorité des magasins de vélo offrent. Puis c'est un positionnement sur ton vélo qui fait que, justement... À la longue. Souvent, là, quand tu achètes un vélo, tu te dis « Ah, je vais mettre le siège à la bonne hauteur » puis c'est à peu près ça, mais vraiment plus de paramètres que ça, là, autant au niveau de la... comment la selle est avancée par rapport à ton axe de pédale, comment ton guidon est positionné, à quelle hauteur, à quelle distance de ta selle. Fait que c'est des petits détails qui font vraiment une différence. Fait que, ouais. Puis quelqu'un avec un bon positionnement va être capable de pédaler beaucoup plus longtemps sans douleur, même s'il y a un vélo vraiment de base, plutôt que quelqu'un avec un vélo à 10 000$ qui est mal positionné. Fait que le positionnement, là, peu importe la qualité de ton vélo, c'est un investissement qui vaut 100% la peine si t'es pour faire si tu sais que tu vas faire une certaine distance là. Puis je présume qu'il y a aussi une notion de posture aussi. Tu sais, en entraînement, c'est rare qu'on en parle tant que ça, là, tu sais, de vraiment maintenir une bonne posture. Je pense que ça doit être important de travailler plus en endurance puis de maintenir une position longtemps. Oui, puis la posture va aussi avec ce qu'on veut faire. Si en triathlon, pendant les Ironman, ben, je suis dans une position où je suis vraiment couché sur mon vélo parce que je cherche à aller vite, donc je vais être aérodynamique. Donc c'est une position qui est difficile à maintenir puis que je dois m'entraîner à être flexible au niveau du dos, au niveau de l'arrière des jambes, des ischio-jambiers, des fessiers pour pouvoir maintenir cette position-là pendant quelques heures. Par contre, dans un contexte comme l'Afrique, où ce que là, je roule... Tu fais de la distance Je fais de la tranquille, distance veux pas, longtemps, l'endurance, une basse vitesse. Mais là, on y va avec une position un peu plus confortable. Donc, le corps un petit peu plus redressé. Puis, c'est des facteurs à prendre en compte parce que si j'aurais jamais pu rouler la distance que j'ai roulée en Afrique dans ma position de vélo de triathlon. Donc, oui, en effet, ça vaut vraiment la peine de faire cette recherche-là. Puis, ce qui est arrivé pour toi au Lac Saint-Jean, c'est peut-être que t'avais
pas une position optimale. Ouais, clairement ça. En fait, tu sais, j'ai acheté le vélo sur Kijiji, puis je suis parti le lendemain avec faire le tour du lac. Fait que j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps de regarder. Mais ça aurait fait la différence. Ouais, c'est clair. Je pense que même pour Charles, il a été assez réticent. Tu sais, j'essaie de te convaincre de faire du vélo depuis des années maintenant. Puis je pense que ton père aussi aimerait bien ça que t'en fasses. Puis Mon père est aime faire du vélo. D'ailleurs, il a rencontré sa blonde en voyage de vélo. Ouais. Nice. Ouais, il est allé en voyage de vélo en Europe. Je pense que c'est en Autriche. Puis c'est un peu un non-dit que c'est un voyage de célibataire, là, je pense. Célibataire qui aime faire du vélo. Lui, c'était un voyage de vélo. Un peu plus tard, on a su que c'était des voyages rencontres. Quelque chose Ben, c'est cool, il a rencontré. Ça a fonctionné pour lui. C'est tellement le fun. Tu sais, il a fait des randonnées avec elle pendant 2 semaines. Fait qu'ils ont appris à se connaître. Là, à un moment donné, c'est tellement la meilleure façon de faire. Là. Surtout, justement, dans la génération qui n'utilise pas nécessairement les applications de rencontres. Je me dis, tu pars en vélo avec une gang, puis c'est juste des célibataires. C'est sûr qu'il y a plein de couples qui se sont formés. Là. Ben oui. Tout le monde a le même même mode mode de déjà vie. sur un intérêt qui est une grande partie de ta vie. Fait que, Mais ouais, ce que j'allais dire, c'est juste que je pense que si un jour on est capable de trouver le vélo fait pour le corps à Charles. je vais faire mon On va fait. C'est pouvoir- sûr qu'il y en a. J'ai juste eu mal aux fesses plus jeune, puis j'ai un petit traumatisme à ce niveau-là. C'est Ok. dit, j'ai mal au cul à vélo, c'est ça le problème. mais j'aime courir, par contre. Moi, C'est vrai, c'est notre c'est bon, moi, tu nouvelle, tiens en shape. Là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai mes sports quand même, là, ben au oui. minimum. Mais parlons-en aussi. Parlons des Ironman. Quand même, c'est une grosse affaire. Ben, Comment introduire ça? Comment introduire à part bravo, Wow. premièrement? merci. Il y en a un à Tremblant, là, à Mont-Tremblant. Ouais. Puis j'étais allé depuis le début, je pense que c'était en 2011 ou 2012, à chaque année comme bénévole. Puis un moment donné, j'avais travaillé comme photographe, un moment donné pour des exposants. Puis à chaque année, j'étais comme, je veux faire ça. Puis là, c'est ça, l'année passée, je me suis dit, bon, fini le niaisage, là, cette année, je vais le faire parce que j'haïssais ça, être présent, puis me dire, Les autres le font, je serais je saurais capable. jamais. Ouais. Ben oui, c'est ça. Fait que, bon, c'est peut-être pas la décision la plus intelligente, là. C'est souvent, parce que, tu sais, on développe notre endurance naturellement en vieillissant. Donc, tu sais, c'est quelque chose que les gens vont faire plus. Fin trentaine, quarantaine, même celui qui a gagné le championnat du monde cette année, je pense qu'il a à peu près 39 ans. Donc, c'est vraiment un sport intéressant parce que dans les aussi. autres sports, c'est jamais ça. Au C'est hockey, ça. ils sont De plus jeunesse, jeunes. C'est Puis, ça. Puis triathlon aux Olympiques, ben, les meilleurs, ils ont mis vingtaine. Tandis que c'est ça, en Ironman, on développe notre endurance vraiment plus tard. Puis moi, je savais, juste en faisant d'autres triathlons, que plus c'était long, plus ça allait. Puis quand je suis arrivé à Ironman, ben, le premier que j'ai fait, ça a super bien été. Je m'étais entraîné en conséquence, mais je savais que c'était comme naturel pour moi d'aller plus longtemps que court mais rapide. Ouais. Moi, ce qui me freinerait, mettons, d'en essayer un, c'est la nage, tu sais, parce que je pense que le vélo, c'est assez instinctif. On apprend plus jeune. Courir aussi, c'est assez naturel, mais la nage, c'est vraiment comme Un talent précis, là. c'est une technique, c'est quelque chose que c'est la t'as dû bête noire apprendre plus jeune. de la majorité des triathlètes, honnêtement, parce que justement, à cause de la technique. Parce que t'as beau avoir un excellent moteur, être super en shape, mais si t'as pas de technique, tu vas pas Tu vas te avancer. brûler, ouais. Il y a tu peux prendre les meilleurs coureurs au monde, les meilleurs cyclistes au monde, t'es mis dans une piscine, puis ils ont de l'air de... ils ont de l'air de rien parce qu'ils n'ont pas de technique. Quand j'ai commencé à nager, il y avait des petites filles de 12 ans là, qui me mettaient des mines parce que il y avait de la technique, pas moi. Mais c'est ça, fait que c'est... Tout éclaboussé à côté, probablement on se bat contre orgueilleux. l'eau, tu puis sais. eux, piou! Fait que là... c'est vraiment la technique encore plus que la forme physique qui fait la différence en natation. Fait que, Moi, je veux vraiment qu'on rentre en détail dans ton Ironman, ton premier Ironman de Tremblant, parce que c'est quand même important de dire que tu as fini premier dans ta catégorie aussi, alors que c'était ton premier, ce qui est quand même assez impressionnant. On commence par la nage, ensuite c'est vélo-course, je me trompe pas? ouais, exactement. OK. Ouais. Tu fais la nage, comment tu te sens quand ça finit, la portion nage? Est-ce qu'il y a des moments que tu regrettes? As-tu des grosses difficultés? Non, j'avais déjà beaucoup d'expérience en triathlon, en courte distance. Là. Avant, je faisais les circuits comme Junior Elite qui appellent là, au Québec, au Canada. Puis après ça, en demi-Ironman. Puis, bon, ça faisait plusieurs années que j'étais dans le milieu, puis j'avais discuté avec beaucoup d'amis qui avaient fait des Ironman, puis qui avaient bien performé. Tu sais, à quoi m'attendre. Fait que je savais, puis j'étais allé souvent là, à des événements Ironman. Fait que je savais à quoi m'attendre. Je connaissais les distances. J'avais fait les distances en entraînement. Puis je m'étais entraîné en conséquence. Fait que
une fois arrivé à la course, c'était vraiment juste... le travail était fait là, d'avance. Fait que c'était juste de bien exécuter puis de faire attention aux petits détails qui font vraiment une grosse différence, dont la nutrition. La nutrition, c'est super important dans l'Ironman parce que après quelques heures, si tu as mal mangé, là, tu vas commencer à ou tu t'es mal hydraté, là, tu vas commencer à avoir des crampes, des baisses d'énergie, hypoglycémie, puis là, ta course est finie, tu marches le reste, puis c'est la merde. Qu'est-ce que tu avais mangé cette journée-là? T'avais-tu un menu établi? Ouais, c'est ça, j'avais vraiment un programme là, avant la course, qu'est-ce que je mange, pendant le vélo, c'était des bananes, du Gatorade, des gels à certains temps, puis tout était calculé là, vraiment précisément à chaque demi-heure, c'était une demi-banane. Après ça, dans les dernières heures du vélo, c'était des gels, une bouteille de Gatorade à l'heure, puis des tablettes de sel là, pour être sûr d'avoir assez d'électrolytes. Puis ça fait vraiment toute la différence. Puis je pense que le succès que j'ai eu en longue distance, c'est notamment dû au fait que j'ai fait vraiment attention de ça. Fait que sinon, comme tu disais, la natation, ça a super bien été. Je me suis dit... je suis parti comme premier en avant, là, c'était comme un départ par vague, puis je me suis dit j'aime mieux être en avant puis avoir de l'eau claire plutôt que d'être dans le milieu du peloton puis de devoir dépasser puis c'est vraiment la guerre là, des fois en natation quand t'es beaucoup. Fait que je me suis accroché au pied des premiers puis j'ai nagé plus vite que j'aurais jamais imaginé, fait que tant mieux, ça a bien été. Pourquoi? Parce que t'avais de l'adrénaline à ce moment-là ou juste que t'étais prêt, puis... j'ai essayé de rester calme. Souvent, en natation, j'avais le défaut, surtout dans les courtes distances où on roule en peloton à vélo, puis c'est important de nager vite, sinon tu manques le peloton. Là, en Ironman, je me suis dit, comment que je perds 2 minutes en natation? Après ça, j'ai 4h30, 5h sur le vélo pour rattraper. Il n'y a vraiment pas de problème. Fait que je me suis dit, je vais me concentrer sur ma technique, sur ma respiration, puis, sans aucune surprise, en se concentrant sur ma technique, j'ai nagé beaucoup plus vite que je pensais. Je suis sorti en 52 minutes, puis je visais à peu près 55-56. Donc, ça a été une bonne surprise. Puis après ça, à vélo, c'était de gérer l'effort. Souvent, à Tremblant, c'est 2 boucles de 90 km. L'erreur classique, c'est que les gens... l'erreur classique, les gens partent trop vite. Tu te laisses emporter, surtout après la natation, j'étais dans les premiers. Fait que c'est comme OK, let's go, tout le monde roule vite. Mais non, il faut vraiment se mettre un frein puis se dire OK. Est-ce que tu regardais ta vitesse? T'as quelque chose qui t'inquiète? Oui, mais je crois beaucoup aux sensations, au feeling, là, puis j'en avais fait des longues rides, fait que je sais, mettons, à quelle intensité je peux rouler, puis est-ce que je suis capable d'aller plus vite, je suis capable d'aller moins vite, comment je vais me sentir dans quelques heures. Fait que j'ai essayé de rester assez constant. Bon, à la fin du vélo, je commençais à avoir mal pas mal. Et puis après ça, la course... Il te reste la course après. C'est ça que je trouve fascinant, c'est que tu devais tellement être brûlé juste après le 180 km de vélo. Comment tu peux te dire, je m'en vais courir un marathon à ce moment-là? C'est vraiment un effort de gestion. Puis aussi, il faut jamais penser ça. Tu sais, en sortant de la natation, je me disais pas, 180 km de vélo, puis un marathon. Ou tu sais... Tu le brises. Il faut rester dans le présent. Fait que, tu sais, tout le temps, je focus. C'est ça ma journée aujourd'hui. Dans une demi-heure, prochaine station d'aide, c'est une bouteille d'eau, une bouteille de Gatorade, OK, focus. Ou, tu sais, sur le vélo, je pense à ma respiration, à ma technique de pédalage, à ma position, il faut rester vraiment dans le présent parce que dès que tu commences à penser à tout ce que tu as devant toi, t'es défait mentalement, t'exploses. Puis c'est vraiment, c'est un effort mental, puis c'est un effort de gestion aussi parce que le vélo, je pense que j'ai roulé 5h05 à Tremblant, mais on roule vraiment pas le plus vite qu'on peut parce que je me suis dit, j'aime mieux si je roule 5h05 mais que je peux courir 3h, 3h30 au marathon, c'est bon. Plutôt que si je roule 4h30 sur le vélo, ce que je serais peut-être capable de faire si je me donnais au maximum, mais peut-être que je courrais 5 heures sur le marathon parce que je serais complètement explosé. Donc, c'est de trouver le sweet spot qui permet le meilleur temps final. Puis aussi, le temps, je me stressais pas. C'était le premier Ironman. Mon objectif, c'était de le compléter. Fait que je me suis dit, je vais gérer intelligemment plutôt que, il y a des pros qui se disent, il y a des tactiques de course que... OK, les premiers, ils partent super vite en bike, je vais partir super vite en bike, puis après ça, ils explosent. Mais eux, ils jouent pour la stratégie, pour gagner. Moi, j'y allais pour compléter. Fait que, au final, ça a bien été. Au final, ça a payé. Ouais, c'est ça. C'était le bon état d'esprit, je pense, parce que t'es toujours capable de faire 1 kilomètre ou toujours capable de faire 1 minute de plus. C'est ça. Fait que si tu dis ça dans le présent, allez, une demi-heure, 1 kilomètre de plus. Ou mettons, moi, des fois, c'était les stations d'aide sur la course à pied. J'étais comme, allez, je me rends à la prochaine station d'aide. Je savais qu'elle était dans 3 kilomètres. Je sais que je peux me rendre.
Mais je veux pas penser à la ligne d'arrivée qui est dans 37 km. Fait que. Puis à quoi des fois tu pensais? Parce que moi, je me souviens quand je m'entraînais aussi pour le demi-marathon, quand je faisais, disons, un 18 km, disons, pendant 15 km, j'étais dans ma tête, puis je pensais à 1000 choses, puis je pensais à ma technique, mais il y a 1 ou 2 kilomètres que j'étais comme, commence à être long dans ma tête. Là. Ouais. J'ai épuisé mes souvenirs d'enfance. J'ai pensé à tout, là. Ouais, mais il y a une sorte de je pense que c'est l'attrait pour... Tu sais, les gens vont le sentir plus ou moins consciemment, mais je pense que c'est un grand attrait qu'il y a pour les sports d'endurance, c'est que tu rentres dans une espèce de méditation active. Un nirvana. Là, que tu penses à pas grand-chose, honnêtement. T'es un peu un zombie. Là. Tu médites activement. T'es vraiment juste dans le moment, sur ta respiration, à ta technique. Puis ça, c'est quelque chose que, dans mes entraînements, je me suis vraiment entraîné à faire. Là. Aller rouler dans les pires conditions, les plus gros entraînements. S'il fait froid puis il pleut, ben, je me suis dit, je vais rouler. Puis pas de musique, pas rien, juste pour vraiment... essayer de déconnecter puis de laisser le temps passer. Fait qu'au final, le Ironman passe relativement vite quand tu réussis à rentrer dans cette zone mentale-là. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a bien des moments que cette zone-là... T'en sors je suis un pas peu. Capable oui, j'en sors, puis je suis comme... j'ai mal partout, puis je me fais un peu chier, puis qu'est-ce que je fais là? On se les pose toutes ces questions-là. Mais... Je trouve ça cool. Je trouve que c'est vraiment en opposition avec le rythme de vie habituel, le rythme de vie quotidien qui est un peu rapide, généralement, dans notre société, de se dire, je suis parti pour des heures à juste avancer. Puis c'est ironique parce que même en s'entraînant pour l'Ironman, j'ai l'impression de courir pour aller courir. Je suis pressé parce que faut s'entraîner tant d'heures par semaine, jusqu'à 30 heures par semaine. Fait que je suis tout le temps comme pressé pour d'aller m'entraîner, mais une fois que je m'entraîne, c'est là que j'ai comme mon moment de mentalement là, que je peux me laisser aller dans l'activité. Puis, fait que... C'était quoi le sentiment que tu as eu au moment où tu as passé la ligne d'arrivée puis qu'on t'a annoncé que tu étais le premier dans ta catégorie? Ben ça je le savais en route parce que sur le parcours... Ce qui est cool... tout le monde. Non, mais ce qui est cool avec le triathlon, c'est que... Tout le monde a 50 ans. Moi, j'ai pas 50 ans. Ouais, ça va bien. Ben non, mais on a notre âge écrit sur notre mollet. Fait qu'on peut le savoir. Mais... En fait, j'ai été premier tout le long de mon groupe d'âge. Fait que ça a bien à donner comme ça, là, mais mettons... t'as commencé premier et t'as jamais vu personne te dépasser. C'est ça, c'est ça. Mais il y a d'autres endroits, mettons, quand je suis allé à Hawaï au championnat du monde, que là, j'étais pas premier pantoute, puis là, des fois, j'ai remonté plus proche, puis après ça, ça redescendait. Fait que je voyais, là, les dépassements en cours de route. Mais ce qui est le fun à Ironman, il y a une application qui est le tracking, là, que on a des puces, puis ils peuvent nous tracker. Fait que, mettons, quand je passais en vélo ou en course à pied, ma blonde ou ma famille pouvait me dire « Hey, t'as 3 minutes d'avance sur le deuxième » ou « T'as 5 minutes d'avance sur le deuxième. » Ah, parce qu'eux, ils te suivent là, pendant ce temps-là. Ils sont là toute la journée. Tout en live. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis là, à un certain point, je savais que j'avais une avance assez confortable pour arriver premier. Puis c'était pas mon objectif au début, c'était juste comme une surprise. Une fois que ça arrive, t'es comme go, go, go. Okay, c'est ça, mais en même temps, c'est pas... Je peux pas me péter les bretelles avec ça parce que honnêtement, il y a pas tant de monde de mon âge qui font des Ironman. Fait qu'arriver premier dans le groupe d'âge 40-44, c'est vraiment impressionnant parce qu'il y a des centaines de personnes dans ce groupe d'âge-là. T'as fait quel temps, toi? 9h35. Puis le meilleur dans le groupe 40-50, il a fait combien, sais-tu? Non, je sais pas. Je sais pas, ça devait être peut-être autour des 9h15 et 20. OK. Fait que... Dans les meilleurs c'est quand même qui font d'Ironman, c'est quoi l'heure? C'est quoi, c'est du 9h? C'est du 8h30? Ben, ça dépend vraiment du parcours. Honnêtement, là, vraiment du parcours, parce que je pense que le record, c'est comme 7h40 environ, mais ça dépend tellement du parcours et des conditions. C'est tellement une longue journée. Il fait frais tout le long. Ouais, c'est ça. Les côtes font une différence. Tremblant, c'était assez côteux. Après ça, la course est côteuse aussi. Il faisait chaud cette fois-là. Fait que si tu as un parcours plat dans une condition assez fraîche, un lac calme, je le sais qu'avec le même effort, je pourrais sortir un 8h30 sur un parcours différent. Bon, peut-être... non, 8h30, c'est peut-être un peu exagéré, mais 8h45 sur un parcours différent, ça serait possible. Ouais. Fait que c'est dur à dire. Mais à Tremblant,
Tremblant, les meilleurs gagnants pro, là, je pense que le record, c'est comme autour de 8 heures. Là. Ok. Fait que c'est un autre rapide. niveau, là, C'est vraiment. un des là. difficiles. Ouais. Mais Ouais, je ouais. pense que tu te discrédites un peu en Il y avait disant pas que beaucoup de monde. il n'y a pas beaucoup de monde de mon âge. Il y a une raison à ça. C'est parce que Ben, ouais, Personne ouais. n'est capable. T'as quel âge, en fait? Là, je viens d'avoir 23. Bon, ben, c'est assez normal. Je pense que les gens de ton âge, ils se donnent pas nécessairement ce défi-là. Il étudie au cégep, là, il fume des joints, puis Vu de même, Ils sont ouais. comme comment je peux rouler un joint dans mon surligneur. Tu sais, c'est plus, Bah, c'est plus ça. Mais puis là, Mais, ce Ironman-là t'a amené à lui de Hawaï. T'as pu te qualifier grâce à Mont-Tremblant. ouais, c'est ça. Vu que j'étais arrivé premier, il y avait comme un spot de qualification. Si t'arrivais premier, tu pouvais y aller. Puis Hawaï, c'est comme pas mal mon plus gros objectif sportif. Là. Avant, je voulais aller aux Olympiques, là, mais finalement, j'avais comme choisi de changer de changer de drive. Ouais, là, ouais. parce T'as décidé que que c'était plate. C'était genre... ben, Mainstream. c'est que si tu fais ça, ta vie, il faut que ça soit 100% ça. Puis pas 99,9, mais vraiment 100%. Puis tu sais, j'en ai côtoyé des athlètes là, sur l'équipe nationale puis qui vont aller aux Olympiques, qui sont allés aux Olympiques, mais je voudrais pas avoir leur vie. Tu sais, ils ont 25 ans, puis ils ont... Ils n'ont rien connu d'autre que leur sport. ou- Ouais, c'est ça. Puis des fois, ben, les études, c'est pas super. Le social, c'est pas super. Ils ont 25 ans, puis ils ont jamais eu de relation sexuelle ou amoureuse. Ou, tu sais, il y a plein d'autres choses qui Mais ils prennent le vont bord. tout régler ça dans le village olympique après leur compétition. Ah ouais, ça c'est connu pour ça. Hein? Ça a l'air qu'ils se J'ai vendent jamais fait plus de l'amour, mais je condoms l'ai fait là-bas. 32 fois le soir même. Ma ça. médaille d'or. Ouais, Avec les corps les mieux développés au monde. en effet. Mais ouais, fait qu'Hawaï, c'était pas mal mon objectif dans le sport. Puis je pensais plus aller là vers 40 ans. Mais là, je m'étais dit, bon ben, je suis qualifié. Est-ce que je vais me qualifier un autre jour? Aller sur le portefeuille, puis go, parce que c'est cher les Ironman. Ah, fallait que tu C'est payes lui toi-même de ta poche pour y vraiment, aller. ouais, c'était 1000$ US, juste l'inscription pour, Ah, mon pour Dieu, je la pensais course. qu'avec la qualification venait... Ben, on Genre. pense ça, là, mais malheureusement, malheureusement, non. Fait que, ouais, mais là, Wow. après ça, Hawaï. Ton hébergement était pas fourni du tout. Rien du tout, rien du tout. C'est tout à mes frais, là. Fait que. Il n'y a pas des compagnies de sport, disons, québécoises qui auraient pu te sponsoriser ou commanditer ton fait que j'ai voyage? quelques commanditaires, là, Ouais. mais qui me commanditent surtout pour des produits. Donc, Ok. le vélo, les souliers, l'équipement, mais pas. Ouais, j'aurais sûrement pu, là, mais Il aurait tu sais, fallu je suis que pas tu à un les niveau. approches, puis ouais. Je suis pas à un niveau où tu sais, je me considère pas à un niveau que je me sens légitime d'approcher nécessairement des compagnies puis tu sais, aller chercher un chèque. Parce qu'aller chercher un chèque, c'est vraiment plus difficile qu'aller chercher une paire de souliers. Tu sais. Fait que oui, tu sais, je suis supporté pour l'équipement, mais pas pour pas financièrement. Là. Mais c'est correct, c'est un investissement que j'étais Prêt à prêt à faire, faire. Ben Là, ouais, mais vraiment. c'est un rêve un peu. C'est Absolument, une ouais, fois dans sa vie, puis peut-être que toi, tu auras la chance de le faire même plus souvent, étant donné que tu as commencé plus tôt. À suivre, ouais, peut-être. Y avait-tu des grosses différences entre Hawaï et Mont-Tremblant en termes de difficulté? Difficulté au niveau de la course elle-même, c'est que Hawaï, c'est chaud, c'est humide. Puis moi, en tant que Québécois qui s'entraînait en Gaspésie, je suis vraiment pas prêt à ça. Là. Fait que le parcours de Hawaï il est vraiment connu, tu sais, comme super venteux, super humide et chaud. Tu sais, c'est des conditions toujours au-dessus de 40 degrés, haute humidité, des vents là, qui font vraiment, tu sais, qui sont dangereux en vélo. La mer, que tu sais, on nage dans l'océan, donc il y a des vagues, c'est l'eau salée. C'est des défis qui étaient pas présents en Tremblant. Puis après ça, c'est le fait que tout le monde est en forme. Là. Tu sais, mettons, dans mon groupe d'âge, C'est tous vrai que ceux sur qui à étaient Tremblant, là, il y en avait beaucoup des. ben, honnêtement, il y en a des monsieur, madame, tout le monde là, qui font les Ironman. Ben, puis voyons oui, absolument. Puis ils prennent 17 heures à le compléter. Ah, Tu sais, moi, ouais. je trouve ça encore plus admirable qu'un gars comme moi qui le fait en 9 heures parce que, tu sais, 17 heures, là, après 17 heures, là, j'avais eu le temps de prendre ma 2 journées douche, de de travail manger de une suite. poutine, de prendre une bière, de faire une sieste avec ma blonde, de aller souper avec ma famille. Puis eux sont encore là. C'est ça que moi, ça c'est capoté, là. Fait que je pense que ces gens-là, ça, là, c'est d'autant plus admirable que les premiers, là. Ouais. Fait que, ouais. Mais Hawaï, c'est tous les premiers qui sont arrivés, tu sais. Qui se sont qualifiés dans Qui leur sont région. Exactement. Donc, c'est la crème de la crème de la crème de la crème. Donc, c'est un peu intimidant, mais en même temps, tu sais, je me disais, je suis là, j'ai mérité ma place, puis
Ouais. As-tu rencontré des gens là-bas à qui tu parles encore en ce moment ou c'était très on vient faire notre sport puis on s'en va après? Non, l'ambiance est cool. Ouais. C'est sûr que l'ambiance est compétitive, là. Mais oui, puis je connaissais d'autres gens du Québec qui étaient qualifiés que tu sais, on a passé un peu de temps ensemble à l'événement là-bas. Là. T'as fini combienième finalement? Finalement, j'ai fini 14e dans mon groupe d'âge. Ben là, wow. C'est quand même fou. Il y avait combien de gens qui se sont inscrits à Hawaï? Dans mon groupe d'âge? Ouais. Je pense qu'il y en avait une... 16. C'est ça, là. Je pense que c'était 45 à peu près. Fait que... Ouais. Fait que toi, les cross-country, tu te débrouillais bien au secondaire, c'est ça quoi? Ouais, mettons que c'était le moment de l'année que j'avais hâte, là. Ouais. Ça, c'est la personne à côté qui s'était loué des béquilles pour pas le faire, là, tu sais. Ouais, exact. Non, en effet. Il nous reste pas grand temps. J'aimerais ça qu'on parle aussi de plein d'autres choses, parce que tu fais plein d'autres choses, dont tu as été matelot. En fait, je sais pas si tu le dirais comme ça, mais tu t'es promené en bateau. En voilier, ouais, sur l'Hermione. Ouais, c'est ça. Parle-nous Ouais. donc, c'est quoi l'Hermione pour les gens qui ne savent pas, dont nous, d'ailleurs. On a tellement aucune idée. Je suis matelot, c'est moi. Ouais, ben l'Hermione, c'est un voilier... C'est une réplique d'un voilier historique français du 18e siècle. Donc, l'Hermione actuelle est toute en bois, les voiles sont en lin, les cordages sont en chanvre. Donc, c'est tout à l'ancienne. Puis on navigue... on est obligé d'avoir des GPS et appareils à bord, là, mais on navigue à l'ancienne aussi. Donc, c'est vraiment une expérience. Puis ça a été fait parce que c'était l'Hermione du 18e siècle avait joué un rôle important, notamment dans l'indépendance des États-Unis. C'était un bateau français qui était allé... Envoyer de l'aide aux Américains quand ils se battaient contre les Anglais. Ouais, en fait, il était allé couler les Anglais qui étaient sur les côtes américaines. Ouais, puis c'est vraiment drôle. Mettons, le capitaine de l'Hermione actuel, là, il haït les Anglais. Là. Ah ouais? Il les appelle Cliché, les là. Anglois. Puis, Ok, lui est dans son personnage du 17e siècle. Ah, vraiment. Ah, écoute, on arrive dans les ports, là, on se déguise Non! dans le Oh, je savais pas ça. le 18e siècle, là, avec les chapeaux puis tout. Le là. scorbut, etc. Non, on mange vraiment bien. Vive la France. Mais Mais de où ça vient, ce projet-là? Pourquoi vous déguisez? Est-ce que c'est... l'Hermione, ça vient c'est une association qui a été créée à La Rochelle, là. En fait, à Rochefort, près de La Rochelle, en France, là, près de Bordeaux. Puis, ils ont décidé de faire une réplique de l'Hermione. Donc, ça a été un long projet qui a duré à peu près 20 ans pour reconstruire l'Hermione. Puis, mais d'en faire aussi une expérience. Puis, moi, quand j'ai navigué, c'était vraiment une navigation historique, dans le sens qu'on essayait on refait des navigations qui ont été faites par l'Hermione ou des destinations qui ont été visitées par l'Hermione. Donc, le voyage le plus historique, eux, c'était le premier qu'ils ont fait, je pense, en 2014-2015. Si je me rappelle bien, il était parti de la France, puis il était allé justement sur la côte est américaine. Donc, il avait fait de la transatlantique, puis il était revenu. Puis c'était exactement l'itinéraire que l'Hermione avait fait, pour laquelle il était connu. Nous, on est allé sur la Méditerranée. Puis c'est ça, mettons, à bord, on a 28 canons. Parce que dans le temps, il y avait des canons qu'ils utilisaient pour vrai. Ouais. Donc, officiellement, on les a pas utilisés, mais officieusement, on a testé ce que ça donne une fois au T'as large. tiré du canon? Ouais, man, pis c'est incroyable. Là. Ça va à le boulet va à peu près à 1 km de distance. Ben voyons donc. Ils ont mis des canons fonctionnels. Ouais, dans avec le la bateau. poudre à canon, puis tout. On avait un gars qui était canonnier, là, qui faisait le setup. Mais Lui, c'est vraiment le seul de son groupe d'âge à faire ça, c'est Ouais, ça. ouais. mec. Mais ouais, c'est vraiment Canonnier. cool. Puis en fait, quand on arrive dans les ports, notre signature move, là, c'est qu'on les tire à blanc. Donc, Ah, ok. on tire les canons à blanc. Donc, les 28 coups de canon quand on arrive dans un port, puis quand on quitte un port, on tire les canons à blanc, mais ça résonne, là, c'est super fort. Fait que ça fait un gros show. Là, à chaque fois qu'on était dans des ports, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui venaient voir l'arrivée et le départ de l'Hermione, puis même qui pouvaient venir visiter le bateau pendant nos escales. Là. Mais toi, t'es un gars de la rive sud de Montréal, je me trompe pas? Qu'est-ce qui t'a amené à être à bord d'une réplique de bateau français Qui en tire Méditerranée? 28 coups de canon. Ouais, mais c'est cool. Là. Un peu. Longue histoire courte. J'avais travaillé
sur un voilier avec Radio-Canada comme reporter. Dans le cadre du 150e du Canada, il y avait un rassemblement de grands voiliers là, qui s'appelait RDV 2017. À peu près une quarantaine de grands voiliers d'un peu partout dans le monde qui s'étaient rassemblés à Québec pour célébrer le 150e. Puis il y avait un gros party là-bas. Et puis, Toi, tu savais piloter des voiliers ou... Pas, juste une pas job vraiment, étudiante, non. C'était que j'avais vu passer un peu, c'était un peu un concours, là, puis j'avais appliqué, puis j'avais le profil qui fitait, donc il m'avait pris. Puis après ça, c'est là j'ai vraiment développé l'intérêt pour la voile. Puis si c'est un ami qui était un des matelots qui avait fait l'aventure avec Radio-Canada, qui m'a dit, qui a vu passer ça, là, c'était avec l'Organisation internationale de la francophonie, qui a dit « Hey, l'Hermione, gros voilier historique en France, il cherche des matelots pour une navigation qui est financée par l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, ils cherchaient des francophones un peu partout dans le monde. Donc, le Québec qui était à nous. Donc, ils choisissaient des gens du Québec, Belgique, France, Suisse, les pays de l'Afrique de l'Ouest, les îles un peu de l'océan Indien. Puis, j'avais appliqué, puis j'avais été sélectionné. Okay. Puis après ça, j'ai continué la relation avec l'Hermione. J'avais été engagé comme vidéaste parce que moi, je voulais rester sur l'Hermione le plus longtemps possible parce que c'était vraiment trop cool. C'était quoi au quotidien? Toi, tu t'occupais de quoi? C'était Ben, quand j'étais matelot, c'était les quarts de travail comme dans le temps. Là. Fait que 4 heures de boulot, 8 heures de repos. Donc, moi, j'étais sur le quart de travail de 16h à 20h et de 4h du matin à 8h du matin. Et puis après ça, bon, quand on est au repos, on a quand même des tâches là, on peut aller dormir, mais souvent on contribue à la cuisine, on contribue à laver le bateau. Tout le monde donne du sien là, pour vraiment assurer le bon fonctionnement. Est-ce que vous aviez des chants de groupe comme dans le temps? Oui. Ouais. Oui. Quand on se passe le corps à chaque 4 heures, là, on a comme une espèce de rituel qu'on souhaite un bon corps bon corps à vous, là, on souhaite un bon corps à l'autre. On était divisé en 3 tiers. Là. Moi, j'étais dans le tiers milieu qu'ils appelaient. Puis après ça, quand on est dans notre corps de travail, ben là, on fait les manœuvres. Mais nous, moi, en tant que matelot, j'étais un petit peu... C'est la bitch à tirer les cordes. C'est vraiment ça, les cordages. Parce que c'est vraiment hiérarchisé comme dans le temps. Là. Fait que le capitaine... Est-ce que c'est juste une loterie pour devenir capitaine? Est-ce que c'est juste un jeune que... Ah non, c'est quelqu'un que je pense qu'il avait été capitaine de la marine marchande capitaine de la marine militaire dans l'armée française pendant longtemps. Là. C'est vraiment... il y a un salaire pis tout, là, c'est big deal. Là. Ah ouais. Fait que non... Puis tellement complexe à naviguer comme voilier que tu peux pas t'improviser. Là. C'est pas un petit dériveur. Là. On était 80 à bord. C'est un énorme voilier. Disons, là, vous faites accoster par des pirates là, en Somalie, quoi de même. Est-ce que vous avez le droit des canons? Ouais. Ben, on a le droit. On a-tu le droit de les tuer? Non, là. Mais c'est pas vraiment les tuer que d'envoyer des coups de canon. C'est pas la même juste couler chose. leur bateau, c'est des pirates. Pour moi, poignarder puis envoyer des canons, c'est pas... Écoute, plus un message. On était sur la Méditerranée, fait que c'était assez tranquille, mais ça arrête... Ouais, je pense que... Non, mais moi, ma question, c'est... La gang de l'Hermione aurait été... Pourquoi vous aviez des vrais boulets de canon? C'était pour pas les utiliser. C'est ça qui me fascine. Je serais pas supposé de dire ça. On les a pas essayés, en fait. Là. Vraiment, là, il est rien arrivé. Mais non, mais... Je sais pas, mais on dirait que maintenant, j'ai comme l'impression que ceux dans le vieux Québec sont fonctionnels. On dirait que j'ai comme un fait... Tous les canons de cette planète. Limite de tenir calme, là, c'est plein, là. Ah, mais c'est tellement cool, ça. Puis tu l'as fait à quel âge, le voyage en voilier? La mienne, ça fait 1 an et demi, à peu près. Voyons, il s'est bien passé beaucoup de trucs dans les 3 dernières années de ta vie. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Ben, j'avais pris un break d'école, fait que je me disais, bon, allez, go. C'est ça que j'allais dire. J'étais comme, où les études rentrent là-dedans? Ben, là, j'étais à l'Uni, puis ben, je roule en vélo à Montréal, puis c'est ça. C'est ça que je disais à Charles, en plus, tantôt, avant que tu arrives. Il me demandait comment je le présente. Est-ce que je le présente comme un aventurier? Puis j'étais comme, ça serait bon, mais en même temps, en ce moment, il va trouver ça drôle parce qu'il est à l'UQAM, puis il étudie, puis il fait ses examens, là, comme tout le monde. C'est ça, fait que... Mais je crois vraiment dans l'équilibre dans la vie, là, quand j'avais arrêté pendant le milieu de mon cégep, puis après ça, après le cégep, j'ai pris 2 ans pour faire d'autres choses, puis il y a beaucoup de monde qui était comme, tu vas jamais retourner aux études, puis je l'ai considéré de pas retourner, mais je savais aussi que c'est ça que je voulais prendre le temps d'aller à l'école de la vie, puis après ça, revenir, puis concentrer sur les études, puis maintenant... Après avoir vécu d'autres choses, ben, je suis content de revenir puis d'avoir une routine, puis j'apprécie
le fait d'être à l'école, puis je suis motivé, puis j'ai le goût d'être là, puis j'ai le goût de me donner. Puis je crois vraiment à cet équilibre-là, mais tu sais, j'ai quand même le désir en moi de repartir, faire d'autres projets, d'autres aventures. Mais Qu'est-ce que tu apprécies de la routine? il y a une chose avec voyager que, tu sais, souvent voyager, on idéalise ça, mais d'avoir un chez soi, puis de pouvoir se cuisiner quelque chose, puis de dormir à la même place, puis pas vivre dans une valise, c'est quand même plaisant. Ouais. Tu sais, c'est cool, là, aller un peu partout, puis toujours se promener, puis être sur la route, puis, tu sais, beaucoup même de gens, là, qu'on voit ça, qui nomades, là, qui voyagent tout le temps sur la route. C'est vraiment plus idéalisé qu'on le pense. C'est littéralement mon nom sur Instagram. Ben, c'est sur la... Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais je suis sûr que t'apprécies aussi la vie à Montréal. Ouais. Parce que c'est drôle parce que c'est un sujet, je pense qu'on a abordé beaucoup dans la saison 1 des ambassades. Là, on a rencontré tellement de gens qui ont fait tellement de choses à travers le monde. Puis je pense que c'est quelque chose qui revient toujours. Même les plus grands nomades, ils ont besoin... Tu sais, on parle de Guillaume sans destination, mettons. Il passe 6 mois par année documenter ses voyages à travers le monde. Mais reste que le 6 mois, il revient à la maison puis il habite d'où il vient, sur la Rive-Sud aussi, déjà, qui vient? La prairie, je pense. Ouais. Tu sais, il y a un sentiment d'attachement puis il a le goût de revenir là puis il a le goût d'avoir son véhicule là puis sa petite cour puis ses plantes. Ben oui, puis il y a certaines choses que tu peux pas vivre quand t'es parti à longueur d'année. Tu sais, ben maintenant, j'ai une blonde avec qui je suis depuis 1 an et demi, mais si je suis parti à longueur d'année, ben, ça se passerait pas, tu sais. Puis là, c'est possible parce que justement, ben, je suis capable d'être présent, tu sais, la majorité de l'année, puis c'est le fun, tu sais, c'est vraiment puis juste avec la vie sociale aussi, c'est le fun de voir mes amis sur une base régulière plutôt que « Hey, je suis parti 3 mois, on se voit dans 3 mois. Hey, je repars. » Tu sais, c'est comme... On peut pas vraiment avoir une vie stable, mettons, sans ça. Fait que... Je pense que les gens... Je crois en l'équilibre des deux. Les gens plus sédentaires vont toujours rêver à de l'aventure, puis les gens d'aventure vont toujours rêver à un peu de stabilité. Tu sais, c'est toujours... on veut toujours ce qu'on n'a pas. Tu sais. Exactement. Puis je présume que les gens en voyage, leur point d'ancrage, c'est justement, tu sais, pour Guillaume, c'est comme je sais qu'à la maison, j'ai un endroit. C'est ce qui permet de voyager peut-être dans des contextes plus audacieux, mettons, quand tu sais que tu peux toujours revenir chez vous. Puis, s'il y a un problème, tu reviens. Un billet d'avion, parfait, j'ai un lit, puis c'est réglé. Ouais. Mais j'aimerais ça, il ne reste pas beaucoup de temps en terminant. Est-ce que je me trompe si je dis que tu es aussi guide de voyage de temps en temps à Cuba? Ouais, ben... ça, c'est... ça fait quelques années que je fais ça. C'est des groupes scolaires, là. Tu sais, à votre secondaire, vous avez peut-être ça, là, des voyages organisés que... Voyage humanitaire ou... Ouais, c'est ça. Ben, plus communautaire dans ce cas-là. Là, donc, les jeunes, c'est souvent dans le cadre de leur cours d'espagnol, vont apprendre l'espagnol. Donc, on va à Cuba, en Amérique du Sud, pour justement aller vivre dans des familles locales ou des camps de scouts, par exemple. Puis là, les jeunes du Québec vont à l'école avec les locaux ou font un peu de travail communautaire pour aider, mettons, dans les plantations de bananes et pour aller apprendre l'espagnol, puis échanger un peu sur la culture locale et québécoise aussi. Donc, c'est des contrats que je fais que c'est vraiment agréable parce que puis je m'en rends pas compte, puis mettons, moi, dans la vie, je me prends vraiment pas au sérieux, puis je fais pas je fais pas les choses pour que ce que les gens vont en penser. Mais ce que j'en retire le plus de guider des voyages comme ça avec des jeunes secondaires, c'est que souvent, ça les inspire beaucoup. Puis il y en a plusieurs qui me réécrivent, puis là, sont rendus au cégep, qui me disent, ben, hey, merci, tu sais, d'avoir été avec nous. Maintenant, je réalise que, tu sais, telle affaire, que ça m'a vraiment inspiré de voyager par moi-même. Puis, tu sais, il y avait une gang, là, le dernier groupe que j'ai fait, c'était cet été, que là, ben, ils se sont organisés un petit voyage de vélo, les boys ensemble. Après que je leur ai raconté, tu sais, l'Afrique. Fait que moi, c'est ça que je trouve que... Ah, ben moi, j'imagine tellement en secondaire 5, faire un voyage, puis que mon guide, ce soit un gars de ton âge, puis avec ton profil, j'aurais capoté. Là, c'est ça, puis moi-même, quand j'étais dans l'inverse, dans la position de l'étudiant, ben des fois, c'est arrivé justement des gens comme ça qui m'ont justement mis la petite puce à l'oreille. C'est ça, pour dire go, là. Puis, ouais. Ta connaissance de l'espagnol vient de où? Parce que à Cuba, tu parles fluemment les 2 langues. Là, initialement du secondaire. Okay. Après ça, j'avais fait un échange. J'avais vécu 3 mois dans une famille au Pérou qui parlait pas un mot de
Un mot de ouais. français ou d'anglais. Donc, dans ces situations-là, c'est là qu'on apprend le plus vite. Fait que de là, puis après ça, ben, j'essaie de le maintenir en lisant un peu en espagnol. Puis là, en faisant les voyages avec... c'est avec Arrow, Coopération internationale, là, que je guide les voyages. Ben là, à chaque fois, pendant les premiers jours, je me dérouille. Puis après ça, ben, je continue d'apprendre mieux. Puis c'est ça. Très cool. Très cool. Ben, merci, Sam. C'est déjà la fin. Moi, je te trouve franchement inspirant. J'ai le goût de faire du vélo, on dirait. Yes, on va le c'est convaincre à Ça a c'est ça que fonctionné. je veux. Cet été, je vais être à vélo assurément. Puis est-ce que tu veux qu'on redirige les gens vers quelque part? As-tu un endroit où ils peuvent te suivre, un endroit où ils peuvent t'encourager, si tu as d'autres projets? Ben, si ça vous intéresse, là, j'ai mon Instagram que je mets un peu des photos quand je voyage, là, mais... Qui est Iron Sam. Iron Sam Roy, ouais. Iron Sam Roy. Ouais, c'est ça. C'est Très ça. nice. Puis s'il y a une compagnie qui nous entend, vraiment, on a quelqu'un de crinqué ici, capable de Il est prêt faire à tout n'importe faire. quel projet. Yes! Traverse telle place en trottinette, 100 000 là. C'est pas... Ah, les petites trottinettes électriques, là, je sais qu'il y a pas de l'avoir un qui traverse le Canada avec Ouais, ça. il y a un là. projet à mener. Classique. Donc, c'était un autre épisode des Ambassades. On vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux, allez voir nos pages, Bastien sur la route et Charles Pellerin. Et surtout, merci à Ghislain, notre sauveur au son, celui qui fait en sorte que le podcast est écoutable. Ghislain de chez Planet Studio. Donc, c'était l'épisode. Merci beaucoup. Mixed by G sur Instagram. Et merci de nous écouter. Merci, Sam. Merci à vous de m'avoir reçu, ça a été un plaisir. À la prochaine. Merci. Bye bye. Merci d'avoir écouté les ambassades. Vous pouvez maintenant déboucler votre ceinture et à bientôt.